Bonsoir. Je m'appelle Denise Otis et je travaille pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu'on appelle aussi pour les intimes le HCR. Et je suis basée à Montréal. Enfin, pandémie oblige, ma base est en fait la chambre de mon fils. Mais comme on dit au HCR, on reste flexible et on est capable de s'adapter. Alors, tout de suite, permettez-moi de saluer et de remercier ma collègue et amie Emmanuelle Paciolo, qui est responsable des communications pour le HCR au Québec et sans laquelle cette conférence en ligne n'aurait jamais eu lieu. De même, notre technicien bénévole, Alexis Aubin, précieux soutien fort apprécié. Et pour compléter l'équipe, j'ai le plaisir de co-animer cette soirée avec un ami du HCR qui a été l'été dernier stagiaire chez nous et qui a gentiment accepté de nous accompagner durant les 90 minutes de ce webinaire. Abdel Diko, bienvenue. Merci Denise. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Je m'appelle Abdel, je suis actuellement étudiant en sciences politiques à l'Université McGill. Et en effet, j'ai eu le grand honneur et le bonheur de faire un stage cet été avec cette magnifique équipe du HCR Canada. Et je tiens à dire que le noble mandat du HCR, qui consiste vraiment à garantir les droits et le bien-être des réfugiés à travers le monde et ainsi à chercher des solutions à leurs problèmes également, est une cause qui me tient profondément à cœur. J'ai moi-même connu une guerre civile dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, avant que mes parents immigrent au Canada quand j'avais 9 ans. Donc, lorsque Denise m'a appelé pour me demander de co-modérer ce panel avec elle, j'étais très content, j'étais honoré, j'ai accepté sans aucune hésitation. Les examens de fin de session, là, ils pourront attendre encore un peu, donc place à la fête. Et parlons de fête d'ailleurs, plus on est de fous, plus on rit. Nous sommes très heureux de constater ce soir qu'au dernier des comptes, nous avons 94 participants et donc de plusieurs régions du Québec, mais également de communautés francophones au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, bienvenue à tous. Merveilleux. Nous avons cherché, en mettant sur pied ce webinaire, à mettre en valeur la réponse du Québec dans l'accueil en région et aussi dans les grandes villes de personnes déracinées à cause des persécutions, à cause des violations des droits fondamentaux et aussi des conflits. Depuis des décennies, il y a des générations de personnes réfugiées qui sont arrivées ici pour faire du chez nous leur chez soi. Et il est important d'écouter les personnes qui ont fait ce parcours et c'est pour ça qu'on voulait entendre ce soir 3 d'entre elles pour écouter le récit de leur expérience. Et bien sûr, vous laissez au cours de cette heure et demie la possibilité de les questionner et aussi de nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions. Nous aurons donc un bloc sur un total de 4 de ce webinaire qui va être consacré entièrement à cet échange important entre vous et nos 3 invités spéciaux. Mais avant de commencer pour de bon, je vais te demander, Abdel, de nous dire quelques mots sur l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ou le HCR, question de tester ce que tu as pu retenir de ton stage publiquement. Alors, mais c'est aussi parce que ce soir, on est ici à cause de cette histoire. C'est cette histoire qui nous rassemble autour de nos ordinateurs ou de nos téléphones intelligents. Alors, Abdel, raconte-nous un peu en abrégé 70 ans d'histoire, s'il te plaît. Oh là là, je vais essayer. Avec plaisir, Denise. Petit cours d'histoire. Donc, nous sommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était en ruine. Des millions de personnes étaient devenues réfugiés. Le HCR a dès lors été créé par l'ONU afin de protéger et réinstaller ces personnes déracinées. En 1951, la communauté internationale a adopté la fameuse Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. On avait enfin établi une définition qu'on vous partage tout de suite à l'écran. Donc, un réfugié, c'est une personne qui a été contrainte de fuir son pays d'origine en raison de persécutions, de la guerre ou de la violence. Un réfugié craint avec raison d'être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social en particulier. Et le travail du HCR pour venir en aide aux réfugiés de guerre européens a été récompensé par un prix Nobel de la paix en 1954. Et les fondateurs du HCR pensaient à l'époque que leur tâche n'allait durer que 3 ans. Mais comme on peut le constater aujourd'hui, ils avaient tort.
Donc, dans les années 60, la décolonisation en Afrique et ailleurs dans le monde a entraîné des guerres d'indépendance. Et par la suite, il y a aussi eu des guerres civiles et des guerres de frontières à travers le monde qui ont causé le déracinement de centaines de milliers de personnes. Donc, la question des réfugiés n'était donc plus considérée comme seulement un problème européen, mais les bases juridiques ont donc été modifiées avec le fameux protocole de 1967. Aujourd'hui, le HCR œuvre en faveur des réfugiés dans le monde entier. En 1981, son travail lui a valu un autre prix Nobel, le prix Nobel de la paix. Et par ailleurs, en 1986 aussi, le HCR a été récompensé au Canada par le peuple canadien par la médaille Nansen pour souligner son hospitalité, sa solidarité envers les réfugiés vietnamiens. En effet, plus de 60 000 personnes ont trouvé refuge au Canada entre 1970 et 1980. Et le HCR a aussi la tâche d'ailleurs de réduire l'apatridie et de faire accéder à la citoyenneté des personnes qui n'ont pas de nationalité reconnue. Et c'est ainsi qu'en 2019, 80 millions de personnes aujourd'hui, environ 1% de l'humanité, ont dû fuir pour sauver leur vie alors qu'elles n'avaient vraiment jamais pensé de quitter un jour leur pays d'origine. Et le monde connaît aujourd'hui malheureusement des crises humanitaires multiples et qui perdurent, notamment en Syrie, au Myanmar, avec la population des Rohingyas, au Soudan du Sud, au Venezuela, en Afghanistan, pour ne nommer que ces pays. Le mandat du HCR n'a jamais été plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Et la lutte continue et nous gardons l'espoir d'un avenir meilleur. Et nous comptons sur le soutien et la solidarité de tous pour trouver des solutions ensemble. Merci beaucoup, Abdel. À plus. De ce que je retiens de ce que tu as dit, notamment, et ça c'est très important de le souligner, le peuple canadien, c'est le seul peuple dans le monde entier qui ait reçu la médaille Nansen, qui a été le premier haut commissaire à l'époque où l'ONU s'appelait la Société des Nations. Et donc c'est tout à notre honneur et c'est important de souligner. J'ajoute qu'au début, il y avait 13 personnes ou à peu près qui travaillaient pour le HCR. Maintenant, on est 17 000 collègues qui travaillent dans 135 pays environ et toujours en collaboration avec les gouvernements, les organisations internationales, mais aussi les ONG locales, les ONG qui sont sur le terrain et sans lesquelles ni les opérations ni la protection des droits des réfugiés ne pourraient se réaliser, à la fois ailleurs, mais aussi ici au Canada. Alors, pour donner, Abdel, un peu de chair à ces statistiques et aussi à cette chronologie des événements, j'ai le grand plaisir de vous introduire maintenant à notre belle brochette d'invités spéciaux et je vais les inviter à ouvrir leur caméra. Ali Nazar, Kim Thuy, Rivka Ogenfeld, qui ont ceci en commun d'avoir été des personnes déracinées et qui se sont retrouvées au Québec, quoique dans des espaces-temps différents. Nous allons aussi en fin de programme entendre Jean-Nicolas Beuze, maintenant représentant du HCR au Yémen. Il a été pendant 4 ans représentant ici au Canada et depuis janvier, il se trouve dans un pays où il y a une des plus grandes crises humanitaires au monde et il va donc nous parler de la capitale Sanaa par le biais d'une vidéo préenregistrée. Je sais que Jean-Nicolas connaît beaucoup de nuits blanches et je voulais pas en rajouter une avec les 8 heures qui nous séparent de son fuseau horaire. Abdel. Oui, donc sans plus tarder, nous allons maintenant donner la parole à chacun de nos invités qui ont l'entière liberté pendant quelques 5 minutes chacun de parler d'eux-mêmes, de ce qu'ils et elles retiennent de plus important de leur vie alors qu'elles dû fuir la condition de personnes réfugiées ou apatrides. Je vais commencer par la jeune génération en vous présentant très brièvement Ali. Il est natif de Bagdad en Irak, réfugié et réinstallé dans la ville de Saint-Hyacinthe et maintenant intervenant auprès des nouveaux arrivants dans sa ville d'adoption. Bonsoir Ali. Bonsoir tout le monde, bonsoir à ma famille, mes amis. D'ailleurs, je veux remercier tout le monde, tout le monde qui ont assisté à ce témoignage. Je veux remercier ma famille, mes amis, tout le monde entier. Donc, pour commencer, je me nomme Ali Nazar. Je suis citoyen irakien. Dans le fond, je suis ici depuis 2008, le 25 novembre 2008.
Donc, je vais vous parler de mon parcours migratoire en raccourci, disons, vu que c'est en 5 minutes, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de détails, mais je vais aller vraiment avec la raccourci. Donc, moi, je suis né le 8 juillet en 1994 en Irak. Je suis, voilà, en Bagdad. D'ailleurs, comme vous savez, l'Irak, c'est un pays arabe, qu'on parle arabe. C'est un pays musulman. Donc, mes origines à moi, mes origines, ce sont des Turcs. Selon nos tests ADN, on a fait un test ADN, on est des descendants d'Azerbaïdjan. C'est situé entre l'Ukraine, la Russie et la Turquie. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai vécu ma vie avec ma famille jusqu'à l'âge de environ 11 ans, 12 ans. En 2003, il y a eu la colonisation américaine en Irak pour capturer le dictateur Saddam Hussein. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu la guerre dans ces pays-là. Puis là, par la suite, il y a eu la guerre civile entre les chiites et les sunnites. Je vous dis quelque chose. Moi, je suis sunnite, mais mon nom est chiite. J'ai dans la famille, ce sont chiites aussi. En tout cas, on est vraiment mélangés. Donc, on était menacés par la mort. On devait quitter notre maison. Mon père avait une business, on avait une maison, on avait une auto. Donc, on nous avait obligés de quitter tout en 48 heures, sinon on est mort avec la tête coupée. Donc, ma famille, grâce à ma famille, puis de Dieu, on a pris la décision de quitter l'Irak. Donc, en quittant l'Irak, on est allé tout de suite directement en Turquie. Puis, on ne savait pas qu'il existait l'ONU là-bas. Donc, grâce à nos amis, nos familles là-bas, nous avaient référé d'aller à l'ONU pour s'inscrire. Puis, on s'est inscrit et on a eu la chance. On est resté là-bas 1 an et demi en Turquie, en Gaziantep. C'est dans le sud de la Turquie. Et par la suite, l'ONU nous avait donné 3 choix. Soit que vous voulez aller aux États-Unis, au Canada ou Australie. Donc, on attendait toujours. Le Canada, c'est un pays de la paix. Les gens là-bas, ce sont des généreux, ce sont gentils. Il n'y a jamais de la guerre, il n'y a jamais de mafia. C'est un pays totalement positif. Puis, on attend juste des bonnes nouvelles et des commentaires positifs. Donc, on a choisi le Canada pour venir ici et voir aussi la neige, parce qu'on n'a jamais vu la neige en Irak, comme vous savez. Il fait là-bas 50 degrés à l'ombre. Vous savez à quel point c'est chaud. Donc, on est venu ici en 2008. On est arrivé 25 novembre 2008. Et depuis ce moment-là, on est resté à Saint-Hyacinthe. OK? Puis, quand je suis arrivé aussi au Canada, je ne parlais aucun mot en français. Je ne savais même pas dire oui puis non. Je parlais avec des signes. Notre langue seconde en Irak, c'était l'anglais. Donc, je parlais anglais. De plus, je parlais turc et arabe. Et que j'étais en Turquie aussi. J'ai appris le français ici. J'avais la difficulté de la langue. J'ai eu la choc culturel. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Je pleurais dans le temps. Je me disais, comment je vais apprendre cette langue-là? Comment je vais apprendre m'intégrer dans cette société-là? Totalement étrange de ma culture. On a totalement une autre vision. On vécu dans une culture totalement différente que la culture québécoise. Donc, le code culturel, c'est totalement différent. Donc, j'étais désespéré. Mais finalement, grâce à moi, grâce à ma femme et grâce à la société qui m'ont aidé, grâce à Dieu, j'ai appris, j'ai réussi, j'ai appris la langue, j'ai terminé mon secondaire 5, j'ai eu le diplôme, j'ai rentré au cégep, j'ai fini tout. Donc, aujourd'hui, j'ai 26 ans, OK? 26 ans. De plus, je travaille auprès de nouveaux arrivants. Je suis officiellement intervenant scolaire interculturel. Je travaille auprès des jeunes immigrants. Dans le fond, je les accompagne dans tout le processus d'intégration scolaire. Je fais l'accompagnement, l'interprète, je suis en raccourci le pont entre la famille et l'école et entre l'école et l'enfant quand il y a la barrière de la langue. Donc, je suis vraiment heureux et épanoui parce que je me suis intégré ici. Je me sens aujourd'hui, je suis québécois, fier de l'être. Je suis citoyen aussi. J'ai ma famille, toute ma famille d'ailleurs sont ici. Donc, je suis totalement heureux. Puis, je remercie l'ONU
le Dieu, le Canada, les gens, la société. Je suis très, très heureux. Voilà, ça c'est mon histoire. En raccourci, c'est ça. Merci infiniment, Ali. Effectivement, 5 minutes. Ah ouais? Ouais, hey! Ouais. Alors, on va Wow. voir si Kim Thuy peut faire aussi 5 minutes, Kim. Ça va être difficile. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Kim Thuy, une native, un enfant de Vietnam, réfugié réinstallé à Grande Bay, écrivaine reconnue internationalement. Je dois vous confier, Kim Thuy, que je rêvais qu'un jour vous puissiez vous joindre à nous. Et voilà, le rêve est devenu réalité. Et je vous en remercie énormément, considérant les multiples sollicitations qui vous sont adressées. Et je souligne donc votre grande générosité et nous vous écoutons. Merci, Kim. Alors, merci vraiment. Vous savez, un des premiers cycles de mots là, que j'ai appris, c'est le UNHCR, parce que c'était imprimé sur les sacs de riz qu'on recevait, sur les tentes. Vous voyez pas les tentes, mais les feuilles de plastique et tout ça qu'on recevait dans le camp de réfugiés. Donc, ça, c'était un des premiers cycles. Vous voyez, je vois UNHCR derrière vous et j'ai toujours une émotion chaque fois. Parce que c'était des moments où on dit, mais on n'est pas oublié, on n'est pas abandonné, il y a quelqu'un qui est là et qui pense à nous et qui nous aide. Parce que quand on est réfugié, quand on arrive voilà, en bateau avec rien, évidemment, le seul linge que j'avais, c'était le linge que j'avais sur le dos. Et soudainement, on arrive là et on a de la nourriture et on prend soin de nous. On ne pouvait pas imaginer tout de suite d'où ça venait. Donc, c'était comme des cadeaux du Père Noël. Là. Dans ma tête, à moi, UNHCR, c'était plus important que le Père Noël. Et donc, je suis tellement enchantée que finalement, aujourd'hui, j'ai la chance de vous toucher. J'ai l'impression que finalement, UNHCR existe vraiment et qu'il y a des gens derrière et non pas juste des sacs de riz avec votre style dessus. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, c'est seulement le début d'une longue relation entre nous pour que je puisse, je ne sais pas, faire partie de ce mot. Et donc, j'ai quitté le Vietnam en Boat People et je ne savais pas que le Canada a gagné une médaille pour l'accueil des réfugiés vietnamiens. Et je répète souvent que voilà, le Canada a reçu, vous avez dit, entre 1970 et 1980, c'est ça, 60 000, mais je pense que c'est plus court que ça. En 2 ans, je crois, le Canada a absorbé, ou sinon a accueilli 60 000 Vietnamiens et je fais partie de ces 60 000 et je suis arrivée à Granby, pas loin de toi, Ali, c'était pas, on savait pas où est-ce qu'on allait. Et la chose que j'aimerais vous raconter, peut-être je vais prendre, parce qu'il me reste juste 2 minutes, je crois, c'est que dans le camp, le Canada, à l'époque, un des critères qu'on devait respecter, qu'on devait avoir, c'était un parrainage. Et nous, on n'avait pas de parrainage comme tel. Et le parrainage pouvait être une personne privée comme une église, une association quelconque ou une famille. Mais nous, on n'avait pas personne. Mais mon père s'était porté volontaire pour être l'interprète des agents du Canada, des agents canadiens. Et c'est comme ça qu'un des agents québécois qui s'appelle Florent Fortin, qui habite aujourd'hui à 10 minutes de chez nous, qui nous a donné cette chance parce qu'il a dit, il a proposé aux 2 autres de donner une place à l'interprète. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici au Canada. Et je tiens à dire que quand un réfugié, c'est quelqu'un, comme vous avez dit tout à l'heure, qui a laissé son passé derrière. Mais plus que ça, qui n'a plus de passé. Parce qu'un réfugié quitte presque avec rien, pas d'identité. Et dans notre cas, on devait même effacer cette identité-là pour éviter d'être arrêté. Ou sinon, si on est arrêté, au moins on pouvait mentir sur qui on était. Et donc, un réfugié, c'est quelqu'un qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur, parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait. Et puis qui n'a pas de présent non plus,
parce qu'on ne se réveillait pas pour rien. On se réveille pourquoi? Pas pour aller à l'école, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait manger, donc le temps n'était même pas marqué. Et quand je regarde la photo, la seule photo qu'on a du camp, je vous dirais que tous les réfugiés ont le même regard. C'est ce regard vide de sens, ou vidé de sens. Et donc, quand un pays accepte un réfugié, je vous dirais, c'est comme, c'est faire un pari sur un arbre en hibernation, un arbre en hiver. Quand on regarde, on ne voit pas le potentiel, on ne peut pas imaginer ce que le réfugié pourrait devenir, mais normalement, un réfugié qui a réussi à traverser tous les obstacles, à avoir marché ou à avoir survécu la mer, les frontières, les murs et tout ça, très souvent, ils deviennent un peu surhumains. Ça devient des grands athlètes. Et donc, normalement, cet arbre-là, si on le replante dans une terre fertile, il repousse. C'est sûr que c'est un pari, parce que quand on le prend, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas deviner d'avance si ça va donner des pommes, des oranges ou des patates. Mais normalement, ça repousse. Et donc, voilà. Là, je sais que mon temps est écoulé, mais si j'étais un pays, je vous dirais que les réfugiés sont peut-être des gens qui ont été sélectionnés pour devenir plus forts. Et donc, ou qui ont eu l'occasion pour devenir plus forts physiquement et psychologiquement aussi, de ne pas lâcher, de ne pas tomber. Donc, oui, c'est un plus. Normalement, ça enrichit. Merci beaucoup, Kim, pour ce beau témoignage, autant émouvant que captivant et inspirant. On vous admire beaucoup. J'ai maintenant le plaisir d'inviter Rivka, fille de réfugiés survivante de la Shoah, réinstallée à Montréal et activiste en droits humains, de nous adresser la parole. Mais je crois que Denise veut ajouter quelque chose. Oui, j'aimerais beaucoup ajouter quelque chose, Abdel. Je sais que notre temps est marqué, contrairement à ce que Kim Tu disait tout à l'heure de son expérience, mais quand même, je veux prendre le temps. Vous savez, il y a à peu près 15 ans, j'ai commencé à travailler pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et j'ai toujours en tête cet accueil extraordinaire que Rivka Ogenfeld avait fait à mon endroit parce qu'elle m'a accueillie à bras ouverts, elle m'a donné des informations absolument formidables qui m'ont permis d'être bien intégrée à mon tour dans cette société civile qui est très engagée qu'on trouve au Québec ou au Canada. Et j'en suis très fière de cet engagement de la société civile québécoise, notamment parce que je suis ici, donc basée à Montréal. Et jamais j'aurais fini de la remercier pour cet accueil chaleureux et le partage généreux des connaissances, de ses connaissances. Rivka, c'est une encyclopédie de l'immigration et de tout ce qui tourne autour des humanitaires. Et j'en ai profité grandement, alors je voudrais publiquement la remercier aujourd'hui du fond du cœur. Alors, merci, Denise, c'est très gentil. Et puis, tu me fais rougir. Je voulais juste dire bonsoir plutôt, et accueillir toutes les collègues et les amis de partout qui sont là. Je pense que ce que vous remarquez, c'est que malgré le fait qu'on parle de réfugiés, on rit beaucoup. Et je pense que c'est ça que j'ai appris de mes parents aussi, c'est que c'est le rire, c'est le sens d'humour qui nous garde en santé, surtout en santé mentale, parce que si on arrête de rire, c'est vraiment c'est pas bon. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être parler un peu autrement, parce que l'histoire et les événements terribles qui ont marqué ma vie, tout s'est passé avant ma naissance. Et si je suis née, c'est parce que la Deuxième Guerre mondiale s'est finalement terminée et que mes parents, ma mère Liba, qui avait 22 ans à la fin de cette guerre, et mon père David, qui avait 26 ans, 10 ans de plus, et ma mère de Vilna, qui était en Pologne quand elle est née, mais qui est maintenant Vilnius en Lituanie, et mon père de Varsovie, qui reste toujours en Pologne. Ils se sont rencontrés grâce à la guerre. C'est de l'autre grande ironie, c'est que mes parents se sont rencontrés longue histoire de réfugiés, personnes déplacées, et c'était le grand coup de foudre. Et c'est ça qu'elle disait, ma mère. Elle utilisait cette expression française. C'était le coup de foudre. Alors ils étaient chanceux, mais ils avaient perdu tout.
leurs parents, leurs grands-parents, oncles, tantes, toute leur vie, leur famille, leur environnement et tout était détruit. Et comme beaucoup d'autres personnes déplacées, ils se sont retrouvés en Autriche après la guerre. Et là, le nouveau défi était que l'Autriche était partagée en 4 zones par les forces alliées, américaines, anglaises, françaises et russes. Et le grand défi, il ne fallait surtout pas tomber dans la zone russe parce que si oui, les Russes repatriaient de façon très brutale les ressortissants des pays de l'Est. Alors, il fallait vraiment faire attention. Et parfois, les frontières entre les zones changeaient au milieu de la nuit. Alors, bref, c'est encore trop souvent le cas. Tous les enfants qui sont nés à ce moment-là dans ces camps de personnes déplacées, le mot réfugié n'existait pas, on ne parlait pas de réfugiés, mais personnes déplacées. On était tous nés apatrides. Alors, la seule citoyenneté que j'ai jamais eue était la citoyenneté canadienne. Mais comme vous savez aussi, je pense que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du Canada à l'époque, qui avait à l'époque une politique raciste et antisémite envers les immigrants. Éventuellement, le Canada, aujourd'hui, j'ai eu pour la première fois une sorte d'image d'une porte avec les gonds très rouillés, pas huilés, et qui la porte ne s'ouvre pas. Et finalement, la porte du Canada s'est ouverte assez pour permettre à un certain nombre de réfugiés juifs d'envirer au Canada. Il faut savoir aussi en même temps, beaucoup de personnes déplacées d'Europe de l'Est non juifs aussi sont arrivées au Canada. Mais pour vous dire qu'entre 1947 et 1947-55, un total d'à peu près 300 000 survivants et leurs enfants sont arrivés. Mais ce qui est encore plus triste, c'est qu'entre 1932 et 1945, il y a un grand total de 5 000 Juifs que le Canada a admis, malgré toutes sortes de demandes aussi, pas comme réfugiés, mais comme travailleurs. Il y avait un projet pour que ces quelques milliers de personnes puissent arriver. Il y avait des projets pour... la communauté juive ici au Canada a travaillé très, très fort pour persuader finalement le gouvernement qu'on avait besoin de travailleurs. Alors, les gens sont arrivés comme tailleurs, comme chapeliers, comme fourreurs. Et mon père, qui était travailleur textile, s'est transformé, parce qu'il faut le faire, et en fourrure. Alors, demandez-moi combien de morceaux de fourrure il avait vu de sa vie. Mais arrivé ici, il s'est quand même installé à Montréal. Et pourquoi on est venu à Montréal, ça me fait rire aussi, parce qu'il voulait nous envoyer à Toronto. Alors, comme il voulait nous envoyer à Toronto, comme bons réfugiés, la question est pourquoi il nous envoie à Toronto? C'est peut-être mieux d'aller à Montréal. Alors, on est ici. Alors, ça m'a toujours... Je pense que je vous raconte ces anecdotes parce que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à travailler avec les immigrants, les réfugiés, de comprendre qu'il y a une autre logique. Ce n'est pas la même logique. On ne pense pas de la même façon. Il faut le comprendre et pas le condamner, pas critiquer. Alors, moi, j'avais 2 ans à l'arrivée à Montréal par bateau. Mon cousin, avec qui je suis très proche, qui est comme mon frère, avait 6 mois. Mais il faut dire aussi, on était accueillis principalement par la communauté juive à Montréal, mais il faut savoir qu'à l'époque, le vécu, la réalité de ces personnes réfugiées, traumatisées, n'était pas pris en compte trop. Les gens, on voyait des immigrants, mais pas des réfugiés. Personne ne voulait vraiment en parler beaucoup. Alors, les gens, à l'époque, se sont beaucoup gardés entre eux. Et il n'y avait pas à l'époque de commémoration de l'Holocauste comme on voit partout maintenant. C'est assez récent. À l'époque, c'est les survivants eux-mêmes qui se trouvaient entre eux et qui marquaient leur douleur et leur anniversaire de leur ville, de leur région. Ce n'était pas une affaire pour la société en général. Alors, ce que j'ai beaucoup appris, et j'invite quelqu'un à me poser une question plus tard, c'est que par les affiliations, c'est par les affiliations politiques, religieuses, de gens de la même ville, les gens de la même région, qui ont aidé les gens beaucoup, et pendant la guerre, pendant la période de déplacement, et après leur arrivée ici. Et je pense que très tôt, tout le monde a commencé à travailler. Certains étaient chanceux, ils pouvaient pouvaient travailler dans leur métier. D'autres ont fait, comme maintenant, n'importe quoi pour survivre, pour gagner sa vie. Je veux dire un mot aussi pour le français, parce qu'on est dans une autre époque maintenant. À l'époque, les écoles françaises n'étaient pas ouvertes aux non-catholiques.
faut comprendre qu'à l'époque, il y avait un système public religieux. Alors, il y avait des écoles catholiques, des écoles protestantes. Côté catholique, il y avait des écoles anglaises et françaises. Côté protestant, c'était protestants et autres. Et nous, les Juifs, on était les autres. Avec les protestants, il n'y avait pas une seule école française publique. Alors, on était, pour dire que si j'ai appris le français, c'est parce que j'ai décidé quelque part de faire un certain effort. Et les quelques erreurs que j'ai encore dans mon français, c'est parce qu'il fallait l'apprendre déjà plus tard. Alors, j'ai commencé, juste pour finir cette histoire, en 1974, après avoir des choses ici et là, j'ai commencé à travailler au service d'aide aux immigrants juifs. Et là, c'était la grande chance que j'ai rencontré la personne qui était une sommité dans le milieu, Dr. Joseph Cage, qui était un des fondateurs de ce qui est maintenant le Conseil canadien pour les réfugiés. Et en travaillant à JS, j'ai été chanceuse au moment de l'arrivée des Boat People, Kim, d'être là pour la création de ce qui est maintenant la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et migrantes. Et l'organisme pour lequel Ali travaille est membre de cette table de concertation. Alors, on commence très loin en arrière, mais on boucle la boucle et maintenant on a des réseaux super importants et qui continuent de travailler, pas juste de faire des services quotidiens, mais pour se battre et pour militer pour les droits des gens et pour que le Canada et le Québec gardent leurs portes ouvertes, grand ouvertes. Et plus tard, s'il y a des questions, je pourrais parler encore d'autres choses. Alors, Rivka, merci infiniment pour ce tour d'horizon et c'est absolument édifiant d'aller en arrière et voir ce qui se passait et ce qui précède. Tout à l'heure, on disait que la médaille Nansen avait été remise en fait au peuple canadien. C'est le seul peuple au monde entier et depuis la création du HCR qui a obtenu donc une médaille pour laquelle on a reconnu son implication. Je vois dans les conversations, parce que à la droite de mon écran, il y a ce qu'on appelle les conversations et je vois qu'il y a énormément de commentaires et je vais donc me tourner pour commencer la troisième partie de ce programme et maintenant, on va parler de vous, cher public. Et je sais que Rivka en a déjà salué plusieurs. Et en effet, on reconnaît certains noms. Et il y a des gens aussi qui viennent de différentes régions et qui ont de différents horizons. Et on vous remercie d'être présents parmi nous ce soir. Alors, voilà comment on va procéder avec cette idée de table ronde, pour appeler ça comme ça, pendant laquelle vous allez pouvoir poser des questions. Je vois que plusieurs d'entre vous ont déjà donc la connaissance de comment utiliser les conversations. Vous pouvez soit poser des questions, mais aussi faire des commentaires qui seront donc notés et partagés avec nos invités spéciaux pour qu'ils aient donc la possibilité de réagir. En fait, bien sûr, on va demander ici votre bienveillance et votre indulgence parce qu'il est possible, donc, vous noterez que parfois la coordination ne sera pas nécessairement parfaite ou à son maximum, mais je sais que vous avez cette ouverture d'esprit à notre endroit. Donc, on va d'abord peut-être, Abdel, est-ce que pour ceux qui n'auraient aucune familiarité avec cette plateforme Zoom, tu peux peut-être nous donner un peu d'instructions? Je les prendrai en note, moi. Oui, donc vous pouvez juste aller en bas de votre écran et vous allez voir, il y a une colonne en bas et à côté de participants, vous allez voir chat et si vous cliquez là-dessus, vous pouvez poser vos questions et on va pouvoir prendre vos questions par la suite. Alors ici, oui, sur mon ordinateur à moi, c'est donc converser, j'imagine que c'est l'équivalent. Ouais. Et donc, on va pouvoir prendre vos questions à partir de ça. Lise, est-ce que tu oui? Un petit commentaire parce que tout à fait. Non, il y a peut-être des gens qui sont un peu intrigués parce qu'il y a un copain qui est en Floride qui vient de mettre sur le chat en yiddish un petit commentaire qui a dit très bien expliqué. Oui. Alors, oui, je le vois. C'est super. Il y a des messages secrets qui se passent là. Bon. Merci, monsieur. C'est monsieur Palevski? Mais non, mais je pensais que c'était une déclaration d'amour pour toi, Rivka.
Non, écoute, juste pour tout le monde, les amitiés les amitiés qui étaient créées pendant la Deuxième Guerre entre personnes qui ont vécu des moments horribles, les pires moments, certaines de ces amitiés, c'est ça qui a soutenu tout le monde. Ce copain, ses parents et les miens étaient dans les résistances ensemble en Pologne et se sont connus à un moment et ils se sont vus au moment où les caractères étaient testés, où les gens se révélaient soit comme héros, soit comme lâches. Parfois, il y avait des gens qui étaient lâches aussi. Il y a des gens qui ont trahi d'autres personnes. Il y avait tout. Et ces amitiés-là, et parce qu'on a tant perdu, les parents de ce copain étaient ma tante et mon oncle. Et mes parents étaient sa tante et son oncle. Et on avait d'autres amis comme ça. Moi, j'avais un réseau partout dans le monde à cause de cette tragédie. Parce qu'il y a des gens de la ville de ma mère, de la ville de mon père, de leur affiliation politique qui se sont établis en Australie, en Amérique du Sud, en Israël, en France, en Belgique. Alors, partout où j'allais, il y avait des gens qui m'accueillaient à bras ouverts parce que j'étais la fille de mes parents et qu'ils étaient heureux de me voir parce que j'étais la fille de mes parents. Et je pense que d'autres ont vécu la même chose. La diaspora qui se crée à cause de ces tragédies est aussi fini par être une richesse et une force dans la vie des gens qui ont survécu. Mais parce que beaucoup de personnes sont mortes. Merci beaucoup, Rivka. Alors, pour lancer cette table ronde, en fait, on a pensé, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire parce que je sens que vous avez tous beaucoup de choses à dire, mais quand même, on a pensé soumettre quelques thèmes sur lesquels donc nos invités spéciaux peuvent rebondir. Je sais que certains d'entre vous l'avaient déjà fait. Ali, je me souviens de ce que tu mentionnais, par exemple, sur le choc culturel et la question de l'apprentissage de la langue et aussi, Rivka. Mais soyez bien à l'aise, et là je m'adresse au public. On a des invités spéciaux très solides et qui peuvent faire face à toutes sortes de musiques, j'en suis sûre. Donc, s'il y a d'autres aspects qui vous intéressent davantage, posez les questions que vous voulez. Et outre donc les thèmes, c'est des thèmes quand même qui reviennent souvent quand on parle des nouveaux arrivants et c'est pour ça qu'on vous les a soumis. Le fameux choc culturel, l'apprentissage du français, parce qu'on est ici au Québec, le parcours professionnel et aussi des exemples de solidarité et d'inclusion, parce qu'il y en a. Moi, je les ai vus depuis longtemps dans la pratique de ma profession et aussi parce que ils sont incarnés. Alors, donc, on va lancer le bal et je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous, chers invités, avait... Pour commencer, on va attendre nos questions et quand les questions rentreront, on pourra vous les adresser. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait commencer sur un des thèmes ou d'autres choses? Oh mon Dieu, est-ce que Ali, tu veux y aller ou sinon j'y vais? Je vais voler les. OK. Et je sais que c'est une histoire que je raconte souvent, mais que je tiens vraiment à la répéter pour ceux qui ont même déjà entendu, mais aussi pour ceux qui n'ont pas entendu, parce que j'insiste là-dessus, de ce premier instant quand on arrive dans un nouveau pays, quand on est réfugié, on arrive, on ne reconnaît rien, on n'a plus aucun repère et on n'a plus aucun réseau, en fait. Hein. Et c'est pour ça que les organismes, toi, par exemple, Alice, ce que tu fais est tellement important quand on vient d'arriver. IGA ou Provigo, pour nous, ça ne veut rien dire, là, c'est un bâtiment brun. Donc, juste avoir quelqu'un qui nous prend par la main durant la première semaine, c'est déjà extraordinaire. Mais moi, dans mon cas, vraiment, quand on est arrivé à Granby, là, on sortait de l'autobus et c'était le 27 mars en 79. Donc, il faisait encore très, très froid pour nous, en tout cas, où il fait 50 degrés à l'ombre d'arrivée de la Malaisie. Et là, on sort et vraiment devant nous, c'était une forêt de géants qui nous attendait. Parce que les hommes avaient des grandes barbes, on n'était pas habitués à ça. Hein. Les Asiatiques, on est
plutôt vers l'imberbe que vers le barbu. Et là, avec les manteaux, vous voyez, avec la fourrure autour, avec la condensation de la neige et tout ça, mais c'était comme un conte de fées. Et le premier choc culturel, c'est de sortir de cet autobus-là et se faire prendre dans les bras par quelqu'un. Et nous, on n'était pas habitués parce que les Asiatiques, on n'a pas cette habitude de s'exprimer de façon aussi physique ou même d'exprimer nos émotions de façon aussi flagrante. Alors ça, c'était le premier choc. Le deuxième choc, je vous dirais, c'est qu'on se savait tellement sale parce qu'on n'avait pas accès à l'eau. On avait une bouteille d'eau, 1 litre d'eau par jour là, pour laver, manger, faire tout ça. Donc, toutes les piqûres de moustiques et d'insectes s'infectaient très rapidement. Donc, on avait des infections un peu partout sur le corps. On avait des poux dans les cheveux. On avait la diarrhée chronique. Donc, on se savait vraiment, je vous dirais, le bon mot, ce serait le mot dégueulasse. Et donc, comment est-ce que ces gens-là ont pu nous prendre dans leurs bras aussi spontanément? Vous voyez, aujourd'hui, à 52 ans, je ne suis pas certaine que j'aurais la même générosité pour prendre la petite Kim de 10 ans. Je ne suis pas certaine que j'ai la même gentillesse que ces personnes-là. Mais le troisième choc culturel, pas culturel, le troisième choc humain, c'est que dans le camp, évidemment, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait rien. Donc, évidemment, il n'y avait pas de miroir comme tel. Et la première fois que je me suis revue, ce n'était pas dans un miroir, mais c'était dans le regard des gens qui nous recevaient. Puis sincèrement, je vous le dis, puis j'aime raconter cette histoire parce que je le revis chaque fois, c'est que je ne m'étais jamais vue aussi belle qu'à ce moment-là et je ne me suis jamais revue aussi belle qu'à ce moment-là. Et donc, ce regard-là, je le porte encore aujourd'hui. C'est un regard qui a donné ma deuxième naissance et qui a donné toute la liberté et la force nécessaire pour recommencer et surtout me déployer à 200%. Donc, vraiment, je ne sais pas qui m'a regardé. Je sais juste qu'il y avait beaucoup de monde et on a reçu cet amour-là. Et pendant très longtemps, je n'osais pas raconter cette histoire-là parce que je pensais que j'hallucinais, que c'était vraiment juste dans ma tête. Jusqu'au jour où j'ai lu dans un journal une Vietnamienne durant la commission Bouchard-Taylor qui a écrit, le journaliste a raconté l'histoire d'une Vietnamienne qui est allée juste pour remercier, pour rendre hommage au Québec et aux Québécois. Et là, je commençais à lire et elle décrivait son arrivée et c'était quelqu'un qui est arrivé en même temps que moi, du même autobus, du même groupe. Donc, je me suis dit, mais je n'étais pas la seule à avoir ressenti cette gentillesse-là, cette générosité-là. Et donc, je voulais juste vous dire que parfois, juste offrir un regard, c'est déjà énorme. Et donc, je ne sais pas si dans le groupe, il y a quelqu'un qui était à Granby présent. Si oui, merci. Ali, est-ce que tu pourrais rebondir sur ce que Kim vient de dire? Mais moi, je te revois, garçon de 14 ans, je pense, et comme tu nous as décrit tout à l'heure, dans un choc et avec beaucoup de difficultés, mais beaucoup de détermination aussi. Est-ce que tu as le goût de revenir pour nous parler de ça un peu? Ben, moi, je vais vous raconter une petite histoire là, pour vous indiquer quelque chose. Dans le fond, avant de venir ici au Canada, au Québec, ma famille, moi, on était stressés. On ne savait pas ce qui s'est passé parce qu'avec tellement on a vécu l'insécurité mentale, physique dans la société, on a vécu la guerre. Puis l'Irak, comme vous savez, il a vécu 3 guerres, 8 ans avec l'Iran, quelques années, je pense, non, une couple de mois avec le Koweït, et qu'il y a eu 30 pays qui ont bombardé l'armée irakienne parce qu'ils voulaient coloniser le Koweït. Et après ça, en 2003, une autre guerre. Fait que les gens, c'est rendu dans notre sang l'insécurité. On ne savait pas c'est quoi la sécurité. Donc, on était en Turquie avant de quitter le pays. On a mal compris qu'au Québec, ça parle français. On a pensé que ça parle anglais. Comme on entend partout, le Canada, c'est anglais, les États-Unis, c'est anglais, on ne sait pas. Donc, on avait mal compris que ça se parle français ici. En arrivant ici, on a pensé l'anglais, on parle anglais, on essaie de... Mais on entend une langue bizarre. Ça parle avec r. Nous, les Irakiens, on parle avec r. Donc, on ne comprend pas. Est-ce qu'on est en France? Est-ce qu'on est en Israël? Parce que ça ressemble la langue juive un peu, allemand un peu. On ne savait pas quelle langue ça parle au Québec. Nous, on s'est perdu. On
on vivait l'insécurité, mais on est où? Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut que l'avion s'est trompé. L'aéroport, ce n'est pas le bon endroit. Donc, on a capoté. On ne savait pas où aller, avec qui parler. Donc, je me rappelle très bien, il y avait un Libanais qui se promenait dans l'aéroport, puis qu'on a entendu qu'il parlait arabe. Puis on est allé en courant vers cette personne-là en disant « Monsieur, arrêtez, on est où présentement? On est où? » On est au Canada, Québec. Pourquoi vous posez cette question étrange? C'est comme, mon Dieu, mais OK, mais c'est quoi cette langue? Mais c'est le français. On était comme, ça y est, on est en France. On ne savait pas que c'est vraiment français, québécois. Puis ça a été le choc pour nous, le choc total, parce que nous, notre langue seconde, c'est l'anglais. Puis là, en arrivant ici, c'est le français. On ne savait même pas dire oui, puis non, même pas le merci. Le mot merci, on ne sait pas c'est quoi. C'est tout un choc pour nous. Donc, on est resté quand même ici. J'ai appris le français, puis grâce à la Maison de la famille des Mascoutins, l'organisme communautaire ici à Saint-Hyacinthe, ils nous avaient accueillis, ouvrir leurs bras comme ça. Les gens québécois heureux, généreux, nous avaient ouvert le bras comme ça. Donc, grâce à cela, la société, grâce aux gens généreux, on n'a pas eu beaucoup de cas de racisme ou intimidation parce que ça se voyait qu'on est là pour vivre et améliorer notre avenir. Et on n'a pas eu ces difficultés-là, beaucoup. Grâce à vous autres, tout le monde au Québec et le monde entier, on est heureux. Puis chaque réfugié pris en charge par l'État, quand il arrive ici au Canada ou ailleurs dans n'importe quel pays, et quitte son pays pour chercher la sécurité et améliorer son avenir. D'ailleurs, moi, je suis ici, j'ai amélioré mon avenir et tout ce que je voulais, je l'ai accompli. Donc, j'ai des plans, j'ai des projets, mais pour le meilleur, pour offrir aux nouveaux arrivants et offrir aux gens autour de moi le sourire et l'épanouissement. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Ali. On va en profiter pour prendre une question du public. Donc, nous avons eu une vague de questions là. Je vais en choisir une par hasard comme ça. Donc, question de Camille Bergeron. Comment avez-vous vécu la rupture avec votre pays d'origine que vous avez dû fuir et vous sentez-vous étranger un peu partout ou considérez-vous avoir des racines un peu partout? Très bonne question. Est-ce que je peux y aller? Je suis devenue hydroponique. Je n'ai pas besoin d'une terre. Je viens partout. Je pousse partout. On note la réponse. Oui, c'est que je pense que parfois, c'est vraiment beaucoup ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu en écoutant mes parents et leurs amis. Et moi, j'avais de la chance parce que mes parents parlaient de leur vie avant la guerre. Il y a beaucoup de mes amis qui n'ont jamais entendu d'histoire. C'était trop pénible pour des gens. Je pense une des choses, et j'ai vu une des questions, c'est qu'on ne peut pas avoir une sorte de truc qui rassemble tout le monde. On ne peut pas décider dans 2 paragraphes quelque chose qui décrit tous les réfugiés, une formule qui va être bon pour tout le monde. Ça commence avec chaque individu. Il y a des gens qui ont vécu la même chose, mais qui l'ont réagi autrement pour différentes raisons. Il y a des gens, mais ça commence avec le mot respect. Respecter les gens qui arrivent, comprendre qu'ils ont eu une vie antérieure, et ce n'est pas parce qu'ils étaient obligés de quitter qu'ils ont comme mis une croix ou effacé tout ça. Ils aimaient beaucoup leur pays, ils aiment encore le pays. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est les horribles méchants qui ont forcé ce départ. Tu sais, ma mère parlait toujours avec beaucoup d'amour de sa vie avant la guerre. Elle avait une vie communautaire, une vie avec des parents qui l'ont beaucoup aimée, avec une école où elle se sentait très bien. Mon père avait une vie en Varsovie. Cette vie était très chère, mais c'était détruit. Mais ça ne veut pas dire que... mais ils avaient des réactions différentes aussi. Et ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont vraiment trouvé pas gentil, c'est les gens qui les ont traités ici comme des gens qui arrivent et à qui il faut tout apprendre.
tu sais, comme comment utiliser une toilette et comment je sais pas, n'importe quoi, sans respect pour leur passé. Et je pense que c'est ça que j'ai essayé de retenir, et je ne dis pas que j'ai toujours réussi, mais avec les nouveaux arrivants, d'essayer de prendre le temps de voir c'est qui cette personne, pas avec une étiquette. Et voilà, parce qu'il est d'origine russe, il est comme tous les autres Russes, ou parce qu'il a une étiquette iranienne, il est comme tous les Iraniens. Et je pense que c'est ça la leçon jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'Ali le fait bien dans le quotidien, de voir chaque personne comme un individu et de prendre le temps de l'écouter, de le connaître pour voir c'est quoi les besoins de cette personne, pas juste une personne avec une étiquette. Merci beaucoup, Rivka. Nous avons aussi Paul Clark dans le public qui demande, est-ce que ça vous fait de la peine de partager des fois vos histoires? Et est-ce qu'il vous arrive des fois de vouloir arrêter de partager pour ne pas avoir peur d'ouvrir les blessures du passé? Ali, vas-y, puis je vais te suivre après. OK. Ben, de mon bord, jamais. J'arrête pas de rencontrer mon histoire. D'ailleurs, moi, j'ai accepté de faire les témoignages pour montrer au Québec entier et au monde entier qu'on est tous des frères et sœurs, des humains, puis qu'on a chacun son parcours, chaque nouveau arrivant, chaque individu a son parcours migratoire, ou pas nécessairement migratoire, familial. Tu sais. Donc, non, c'est que moi, de mon côté, j'aime toujours parler de mon histoire pour sensibiliser les gens autour de moi ou sensibiliser les gens qui ont en mi-connaissance, euh, qui ne savent pas c'est quoi un nouveau arrivant. Pour les gens qui pensent qu'un nouveau arrivant, c'est un risque et que c'est un être humain étranger qui vient d'une autre planète, qu'est-ce qu'il fait ici? Dans notre Québec, dans notre pays, où c'est parce qu'il ne sait pas un nouveau arrivant arrive ici, c'est pour des raisons valables et raisonnables. Donc, non, j'aime ça et j'arrête pas de parler de mon histoire parce que je trouve que notre parcours migratoire et nos histoires, c'est touchant. Puis je pense que pour certaines personnes, lui donne la chance d'apprendre à connaître, me connaître et connaître notre culture et notre ethnie. Puis voilà, ça c'est non. Pour répondre à la question, non, j'arrêterai pas, puis j'aime beaucoup ça. Moi, je raconte même quand on ne me le demande pas. Parce que je me sens vraiment, j'ai la chance de survivre, d'arriver dans un pays extraordinaire, d'être dans un paradis terrestre, en fait, le pays que nous avons. Et vous savez, très souvent, on parle des réfugiés ou des migrants comme un groupe, des migrants. Oui. Des gens qui sont sur des bateaux, des boat people, des Syriens ou des caravanes. Hein. Aux États-Unis, on utilise même des mots comme ça. Et le cerveau humain ne peut pas s'attacher à un groupe. Si on parle juste des Rohingyas en général, on comprend pas. Oui, on le ressent, mais seulement au niveau de la tête. Et je pense que si on veut s'attacher à quelqu'un, il faut une histoire derrière. Donc, il faut raconter une histoire d'une personne. Si je vous parlais d'une image d'un monsieur Rohingya qui porte ses parents dans 2 paniers en palange comme ça avec un bâton au milieu pour pouvoir transporter ses parents, soudainement, on comprend, c'est l'histoire de quelqu'un avec 2 parents. Alors que quand on utilise juste un mot réfugié ou migrant, c'est trop loin de nous, on ne peut pas se sentir interpellé. Alors aujourd'hui, vous entendez l'histoire de Ali, soudainement, on veut tous aller à Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, je veux vous dire que c'est lui-même qui s'est coupé la barbe, les cheveux, c'est vraiment très bon. Donc, on a juste à aller chez Ali pour qu'il nous coupe les cheveux. Mais donc, je crois que j'ai la chance qu'on me donne un micro ou qu'on me demande de le raconter. Donc, j'ai la responsabilité de parler pour tous ceux qui n'ont pas la chance de parler, qui n'ont pas de voix. Quand est-ce qu'on donne un micro à un réfugié dans un camp de réfugiés? Jamais. Ou peut-être une fois par, je ne sais pas, 10 ans ou une personne sur 10 millions. Donc, Ali, moi, on a la chance d'arriver quelque part. On a en plus la chance d'une tribune. On n'a pas le droit, en fait, de ne pas parler.
on a le devoir de le faire. Et moi, dans mon cas, j'ai le plaisir de le faire. Ah oui, ça c'est sûr. Peut-être ajouter, mais vous savez, ça dépend aussi parce que ça dépend de qui écoute et c'est quoi la réaction. Parce que, encore une fois, si on retourne aux années 40, à la fin des années 40 et début des années 50, ici, les gens qui arrivaient, premièrement, certains étaient tellement traumatisés qu'ils ne pouvaient pas en parler. Moi, comme j'ai dit, j'ai eu la chance, mais mes parents n'étaient pas dans les camps de concentration, ils n'étaient pas à Auschwitz, mais des gens qui avaient des parents qui étaient à Auschwitz ou à Buchenwald ou à d'autres camps de mort, certains de ces gens-là ne pouvaient pas parler. Et alors les enfants vivaient avec des imaginations. Et plus tard, quand on a commencé à parler de ma génération, ce qu'on appelle la deuxième génération, les réactions, le vécu était très différent entre certaines et d'autres. Mais même les personnes, comme j'ai dit, mes parents ont eu la chance de se rencontrer. C'était un couple, un beau couple. Ils ont créé une belle vie. Et ma mère disait toujours, on a une belle vie ici. Ils ont réussi. Mais moi, je me rappelle, pendant longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune, la nuit, j'entendais des cris de la chambre de coucher de mes parents et mon père faisait des cauchemars. Et pendant longtemps, il n'en parlait pas. Et finalement, il a dit, c'est quoi ce cauchemar? Chaque nuit, il est chassé. Il y a quelqu'un qui le chasse et lui essaie de fuir. Ce n'est pas un rêve qui a besoin d'une interprétation freudienne. Mais chaque nuit, ça continue un peu plus loin. Mais ils ne pouvaient pas en parler. Et tout d'un coup, en 1968, mes parents étaient en vacances, quelque part en Espagne, et les cauchemars ont arrêté, comme ça. Mais il avait de la chance, mais il y a d'autres personnes pour qui les cauchemars n'ont jamais arrêté. Et il y a aussi, et une des choses que j'aimerais dire ici à beaucoup de monde, il y a des personnes qui arrivent à être très traumatisées, mais ils vivent leur vie plus ou moins correctement, ils se retrouvent, et arrivés à un certain âge, à un âge avancé, il y a des choses qui retournent. Et tout le monde qui travaille avec les personnes âgées, avec un background de réfugiés, faut en être très conscient que certains comportements, que certaines réactions, que certaines paranoïas sont le résultat de ce qui a été vécu il y a très longtemps. Ça vient de quelque part. Et les thérapeutes et les infirmières et les médecins et les travailleurs sociaux doivent être très conscients de poser la question, c'est quoi le vécu de cette personne? Qu'est-ce qu'elle a vécu comme enfant ou comme jeune adulte ou adulte? Parce que sinon, on ne peut pas le traiter comme il faut ou la traiter comme il faut. On ne peut pas offrir les soins nécessaires ou le soulagement nécessaire parce qu'il y a des choses qu'on croit qui étaient déjà réglées et qui retournent. C'était la chose qui est arrivée avec ma mère. Les dernières semaines de sa vie, elle était dans une sorte de délire. C'était une femme super intelligente, super gentille, super tout ce que vous voulez, mais à la fin, elle était quelque part. Elle était très loin en arrière. Et certains des moments, elle n'était pas à une bonne place. Et ça, il faut le vivre aussi. Et nous, les enfants et les petits-enfants, on a aussi une responsabilité, et ou les voisins ou les amis, à être là, à accompagner les gens à ce moment-là aussi. Merci beaucoup, Rivka, et merci aussi au public pour vos belles questions très pertinentes, et également à nos intervenants pour vos beaux témoignages. Donc maintenant, nous voulons passer vers la fin de ce bloc. Donc pour le compléter, nous avons demandé à nos invités de partager un peu des anecdotes qui les ont marqués d'une manière ou d'une autre. Donc on va y aller à l'envers cette fois-ci. J'invite d'abord Rivka, et puis Kim, et ensuite Ali. Oups. OK. Alors, la photo est là. C'est avec la photo qu'on fait? Oui, exactement. OK. Alors, il faut voir la photo pour comprendre ce que je vais raconter. On va demander à Alexis. OK. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'allais dire. Vous savez, tout de suite après la guerre, certaines personnes se sont demandé est-ce qu'on peut mettre des enfants dans ce monde après tout ce qui s'est passé. Il faut aussi comprendre que c'était un contexte. Tout de suite après la Deuxième Guerre, a commencé les tensions entre les Russes et les deux blocs, Est et Ouest. Alors la question était théorique.
parce que, je ne sais pas si vous savez, le taux de naissance, était très, très élevé après la guerre dans les camps de personnes déplacées. Mais ça, je dis merci à mon père et ma mère qui ont eu le courage de mettre un enfant au monde, qui ont donné tant d'amour dans un moment si insécure. Et je représente beaucoup d'autres. C'est pas juste une histoire personnelle. Et je pensais que c'est ça l'espoir. C'est ça l'amour et l'espoir. Mais on ne sait jamais quand on commence une histoire comme ça où elle va finir. Mais c'est l'espoir et c'est la résilience. Et je leur dis merci. Et je pense que tout le monde ici, même Ali, ses parents ont eu le courage, Kim, les parents ont eu le courage, ces parents extraordinaires qui faisaient tout pour leurs enfants, je pense qu'on ne peut jamais les remercier assez. Voilà. Wow. Wow. Super. Merci beaucoup, Rivka. L'intention, c'était de vous faire brailler tout le monde. C'est pour ça que j'ai Sûr coupé que ma ça arrive. caméra. Okay. Bravo, merci. Kim? Oui, alors la photo, je vous raconte la longue histoire de la photo. C'est que c'est sûr qu'on n'avait pas d'appareil de photo. Tout le linge qu'on avait, c'était les 3 couches de vêtements qu'on avait portés le matin du départ du Vietnam. Donc, on gardait un ensemble de vêtements propres pour les rencontres avec les différentes délégations qui passaient par le camp pour nous sélectionner. Donc, ce que vous voyez là, c'était nos kits les plus chics du camp. Donc, on a sorti ça et donc, pendant 4 mois, on s'habillait seulement avec les 2 ensembles de linge qu'on avait. Et les hommes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils portaient seulement les costumes de bain là, en dessous qu'ils avaient. Et c'est très drôle parce qu'on partait en mer, au lieu qu'ils portent des sous-vêtements normaux, ils ont pensé à porter des costumes de bain, comme s'ils allaient vraiment nager dans la mer en bateau. Mais bon, bref, ça, c'est une autre chose qu'on ne savait pas, on savait pas ce qu'on faisait, donc on partait comme ça. Et il y a une famille, vous voyez sur la photo, les 3 hommes avec la chemise blanche et le t-shirt, le polo bleu marin et tout ça. Il y a un frère qui habitait ici, à Montréal. Et il a rencontré quelqu'un qui partait en Malaisie pour sélectionner, pour rencontrer des réfugiés. Et il lui a donné tout simplement les noms. Et cette personne-là nous a trouvés dans ce camp et nous a demandé de nous placer comme ça pour qu'il puisse nous prendre en photo. Et c'est comme ça qu'on a eu une photo du camp. Et la hutte derrière que vous voyez, c'est avec les sacs de riz, les vieux sacs de riz. Et c'est dommage qu'on ne voit pas le UNHCR quelque part sur les sacs, mais c'est peut-être de l'autre côté. Et donc, la petite hutte que vous avez là, nous, on était 13. Il y avait une autre famille de 7 et une autre famille de 4. Et donc, on a construit ensemble à partir des branches qu'on a volées, en fait, à la forêt qui est juste à côté de nous. Et ça penchait tellement parce que c'était la terre glaise. Et donc, la maison penchait comme ça. Donc, les hommes les plus gros devaient se mettre au bout pour bloquer les plus légers pour qu'on glisse pas trop. Et aussi, il n'y avait pas assez de place. Donc, on devait se placer comme le jeu de Tetris. Vous voyez, les longs ensemble dans l'autre sens pour que tout le monde puisse rentrer. Et ce que vous ne voyez pas non plus sur cette photo-là, c'est qu'à côté, je vous dirais peut-être à quelques mètres, ça descendait parce que ça, c'est sur une butte. Et juste de l'autre côté, ben, c'était le trou qui avait été creusé pour être la toilette des camps. C'était pour 200 personnes, on était 2000, donc ça débordait de partout. Et c'était un trou ouvert, donc à 45 degrés à l'ombre, toute la vapeur montait. Et la première nuit, c'est vrai que quand on est arrivé là, on ne savait pas comment on allait respirer. Oublier d'habiter, juste respirer. L'odeur était tellement forte, mais l'humain est tellement résilient et tellement extraordinaire, c'est qu'en l'espace de je ne sais pas combien de temps, mais très rapidement, on ne sentait plus cette odeur-là. Le nez, il sentait tout le reste, mais plus cette odeur-là pour qu'on puisse dormir et vivre dans cette hutte pendant 4 mois en Malaisie. Donc, c'est
je vous dirais, c'est une photo de résilience et de la force involontaire et inconsciente des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup, Kim, pour ce témoignage. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et comme vous disiez plus tôt, c'est important d'humaniser un peu les histoires des gens et de vraiment comprendre l'histoire et d'apprendre à connaître les gens. Parce qu'après tout, ce n'est pas des nombres, mais c'est vraiment des êtres humains. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Donc, Ali, Oui, à ton tour. oui, Le coiffeur. avec plaisir. Donc, voici ma photo. Ça, c'est quand quand je suis arrivé en Turquie avec ma famille, mes parents. Voici ma sœur, Aya. D'ailleurs, aujourd'hui, elle a 23 ans. Et c'est ma mère, dans le fond, Najat, et mon père qui prenait la photo. On était là, proche de l'ONU, dans la même rue, à côté les ambassades, à côté, comme vous voyez, les drapeaux. Donc, on vient de quitter le pays, déraciné de notre pays, avec les menaces, l'avertissement de mourir. On a quitté notre maison, notre auto, notre business, le restaurant, nous autres, qu'on a travaillé fort. Mes parents ont travaillé fort des années pour avoir le resto, puis la maison. Puis, jour au lendemain, il a fallu qu'on quitte puis qu'on laisse tout à personne. On a laissé le même. Puis, on a pris juste nos passeports et nos vêtements, tout ce qui est essentiel pour quitter le pays le plus vite possible. Ça, vous voyez la photo, la tristesse dans le visage de ma mère. Vous voyez le sourire, mais qui est difficile à sourire. Vous voyez les émotions. On voit la tristesse dans le visage de ma mère. On a été déracinés. Ma soeur sentait pas grand-chose, elle était jeune. Mais moi, vous voyez ma face des petites jeunes, les fous heureux. Je savais que je m'en vais améliorer mon avenir. Je savais mon sourire et on voyait dans mon visage. Dans le moment, j'étais tellement heureux parce qu'on vient de quitter l'organisme de l'ONU. On a fait l'entrevue, on s'est inscrit. J'étais totalement content. Fait que ça a été le début de mon histoire. Et en Turquie, d'ailleurs, ça a été le 25 juin 2007. Et le 25 novembre 2008, j'ai quitté la Turquie et je suis arrivé ici à l'aéroport de Montréal, au Québec. Et depuis ce moment-là, je pense qu'il n'y a rien n'arrive pour rien dans la vie. Oui, on était déracinés. Oui, on a laissé tous nos biens, mais on a gagné notre sécurité puis la santé. Le Canada ici nous avait donné le toit, la santé, la nourriture, la sécurité, la paix, l'amour. C'est ce que je voulais demander. Je ne voulais pas la lune. Je voulais juste sentir la sécurité puis mettre la tête sur l'oreille, soulager la tête en sécurité et avoir une famille ici puis mon avenir. Voilà. Ali, je sais pourquoi tu étais heureux. Tu sais que la belle barbe s'en venait. Oui, ça, c'est une des raisons que j'étais heureux, ouais. Bientôt, je vais avoir des beaux cheveux et une belle barbe. Ah ouais. Vous êtes tous invités ici. Avec les clippers, là, puis les ciseaux, là. Merci beaucoup des compliments. C'est très généreux de votre part. Merci beaucoup, Ali. Merci à tous et merci à Kim Thuy. Ça va me permettre, parce que j'étais en train de me demander, mais comment je vais faire pour passer d'un registre à l'autre, parce qu'on s'en va maintenant vers notre bloc, notre 4e bloc. Et alors, tout ça, c'est beaucoup d'émotions. Alors, c'est important, comme disait Rivka tout à l'heure, de rire un peu, d'aller vers... alors, donc, je vais passer à une petite pub. Alors, voici mon effet spécial, maison. Et ça, c'est le signe pour Rivka qui va semble-t-il, nous faire une pause publicitaire. Et je crois que Rivka, tu as une annonce spéciale d'un événement qui va se produire le 14 décembre. Tiens, c'est le jour de l'anniversaire du HCR. Alors, tu nous annonces un scoop. On t'écoute. Bon, alors écoutez, on m'a demandé de faire cette pub pour l'HCR, je ne sais pas, et je vais envoyer ma facture demain. Mais pour fêter ce 70e anniversaire, l'HCR au Canada prépare un livre de recettes. En anglais, on parle d'un cookbook.
la cuisine du monde. C'est toutes les recettes des réfugiés. Et il faut dire qu'il m'avait demandé quelque chose et puis j'ai donné la recette de ma mère, une recette de gâteau de miel, parce que moi, je ne fais pas de cuisine, je ne suis pas pâtissière, mais heureusement, j'ai trouvé après le décès de ma mère sa petite boîte de recettes. Mais il y a des gens de partout dans ce livre, pas juste des recettes, mais aussi des histoires, des photos, tout. Et il y a des gens de partout dans le monde, Syrie, El Salvador, Yémen, Vietnam et beaucoup, beaucoup d'autres pays. Alors, déjà, on peut, si on va sur le site du UNHCR Canada, on peut commander le livre déjà et il va être prêt le 14 décembre. Ça, en anglais, malheureusement, pour commencer, et ensuite en français. Peut-être le français est déjà prêt aussi, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, mais de toute façon, on peut déjà le commander et soit sur leur truc Twitter, que moi, pour ceux qui me connaissent, je suis complètement nulle dans tout ça, mais il paraît que @UNHCR Canada, on peut aussi commander ce livre. Et je vous recommande tout le monde, c'est un super beau cadeau pour les fêtes, n'importe quelle fête que vous fêtez. Parce qu'ici au Québec, on est dans un truc de fête. Et quelles fêtes sont plus importantes que d'autres fêtes? Alors, je vous recommande fortement d'appuyer l'HCR, d'acheter le livre et de vous régaler avec les recettes de partout dans le monde. Voilà. Et Rivka, donc les fonds vont être utilisés pour les programmes du HCR à l'international. Et ça, c'est pour ça que, en partie, ce projet a pris forme. Merci beaucoup, j'apprécie. Et maintenant, je suis rendue une fan des effets spéciaux. Alors, pas trop de fun, Denise. Donc, on est rendu déjà au bloc 4. Il nous reste environ 15 minutes. Je voudrais vous parler donc de Jean-Nicolas Beuze. Jean-Nicolas se trouve au Yémen. Je demande à Alexis de nous montrer un peu où il se trouve parce que c'est toujours important de savoir un peu repérer l'endroit. Alors, Alexis va nous partager une carte. Avant qu'on présente cette vidéo-là, je voudrais vous dire que Jean-Nicolas avait passé une journée assez difficile à la chope, comme on dit en bon québécois. Cette journée-là, c'était vraiment des défis après défis. Alors, quand quand nous l'avons enregistré, Alexis et moi, on sentait déjà un peu disons, ces grandes difficultés du terrain. Alors, voilà, je demande à Alexis de nous présenter la vidéo. Bonjour à tous mes amis et amis québécoises et québécois, ça fait plaisir de vous revoir. Ici, je suis à Sanaa, au Yémen, et Denise m'a gentiment demandé de parler des solutions quant aux problèmes des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. En fait, ici au Yémen, c'est vraiment quelque part difficile de parler de solutions. Les gens s'aident par eux-mêmes, les communautés qui les accueillent sont la première source de soutien, que ce soit au niveau des shelters, que ce soit au niveau de la nourriture ou du soutien aux familles monoparentales ou pour les enfants. Le HCR et les autres organisations internationales ont vraiment de la peine à trouver des solutions durables et dignes pour ces personnes. J'ai l'habitude de dire que malheureusement au Yémen, on met un sparadrap sur une blessure grande ouverte et une blessure qui s'ouvre de plus en plus. On arrive juste à aider les gens à garder la tête hors de l'eau, mais on ne trouve pas vraiment des solutions à long terme pour leur déplacement. Que ce soit pour les 250 000 Somaliens qui ont pris refuge ici au Yémen, ça paraît incroyable que des gens viennent au Yémen pour demander l'asile, ou que ce soit pour les près de 4 millions, ce qui représente une personne sur 8 au Yémen, qui a été déplacée par le conflit armé durant ces 5 années. On arrive juste à leur donner des secours de première urgence, que ce soit une tente en plastique pour se protéger contre les éléments, que ce soit un peu d'argent pour que les familles puissent s'acheter à manger, ou
acheter du savon pour se laver les mains en ce moment, qui est une chose critique pour se protéger contre le Covid. Mais il n'y a pas vraiment de solution à long terme pour ces personnes. C'est pour ça que c'est si important que des pays comme le Canada continuent à garder une porte ouverte, que ce soit aux demandeurs d'asile ou que ce soit à travers la réinstallation ou le fameux parrainage privé. Parce qu'ici, des solutions pour les cas les plus vulnérables, on n'en a pratiquement pas. Et donc, on compte encore sur l'ouverture d'esprit, la bienveillance, la compassion d'autres pays pour donner ce genre de solutions à long terme à des populations extrêmement vulnérables. Et entre-temps, c'est vrai qu'on continue notre bataille et qu'on essaye d'apporter un peu de soutien à travers nos interventions, nos centres communautaires, comme on en a au Québec, par exemple, où on essaye d'aider les familles réfugiées à s'intégrer d'une manière ou d'une autre dans la société yéménite. Voilà, je malheureusement ne peux pas donner une histoire très positive sur le Yémen parce que c'est la plus grosse crise humanitaire du moment, parce qu'on manque cruellement d'argent, parce que aussi il manque de volonté politique pour résoudre ce conflit, pour adresser des décennies de sous-développement, pour adresser la question des discriminations de plein de communautés ici qui se sont retrouvées marginalisées. Mais on compte sur vous et je voulais juste vous faire un petit coucou alors que vous célébrez un important événement, les 70 ans de la Convention sur les droits des réfugiés. J'espère vous revoir très bientôt et surtout je vous souhaite bon courage parce que en ce moment c'est pas facile chez vous comme chez nous. Et c'est pour ça qu'on doit montrer encore plus de solidarité en ce moment entre des peuples comme les Québécois et les Québécoises et les Yéménis et les réfugiés somaliens ici. À tout bientôt. Je vous embrasse tous très fort. Donc voilà, c'était Jean-Nicolas Beuze, représentant du HCR au Yémen. Comme il a expliqué, c'est vraiment la crise humanitaire la plus grosse au monde actuellement et en temps de pandémie maintenant, on ne peut même pas s'imaginer la situation des gens sur le terrain. Donc j'aimerais inviter quand même nos panélistes, on va commencer cette fois-ci par Kim Thuy, à partager une réflexion sur ce qu'a dit Jean-Nicolas Beuze. Parfois, c'est toujours très difficile, surtout en temps, en ce moment, où on croit qu'on est déjà devant de grandes épreuves et qu'on doit relever tous ces défis. Donc, comment faire pour en ajouter d'autres? Vous voyez, donc on a l'impression que si on accepte des réfugiés, c'est un défi de plus. Mais je partage avec vous une histoire. C'est qu'on pense très souvent que dans une situation de confort, on s'entraide plus, mais en fait, je crois que ce sont dans les situations difficiles que la solidarité se révèle encore plus. Et dans ce camp que vous avez vu, la photo où on était, on n'avait pas accès à l'eau depuis longtemps, donc oubliez les glaçons. Mais la première fois qu'on a revu les glaçons, c'était dans un petit sac de plastique avec un Coca-Cola, une demi-bouteille de Coca-Cola versée dans un sac avec une paille et un élastique autour. Et ça, c'est ce sac-là, ce petit sac de boissons, mais nous faisait tous rêver, fantasmer. Vous imaginez de regarder juste ces petites gouttes, la condensation des gouttes autour du sac, mais on en pleurait de bonheur. Mais on était 13 et j'ai 2 frères qui sont plus jeunes que moi, donc j'étais sûre que je n'allais pas avoir aucune goutte de ce sac-là parce qu'on avait tous très soif. Et pourtant, ce sac-là a passé entre nous plusieurs fois entre les 13 personnes. C'est-à-dire, et ça, c'est sans consigne aucun. On ne s'était pas dit, bon, prends-en pas trop les uns aux autres, mais parce qu'on se sentait tous vulnérables, on se savait tous, on savait tous qu'on avait soif, qu'on désirait tous ce plaisir, que là, oui, spontanément,
on n'a pas osé boire, on a peut-être juste mouillé les lèvres. Et dans un contexte comme le nôtre, dans un pays aussi riche et en paix, la richesse, c'est quoi? C'est de nous permettre d'avoir notre propre voiture pour qu'on n'ait pas à attendre l'autobus et suivre l'horaire de quelqu'un d'autre, avoir sa propre maison, sa propre chambre, et finalement s'isoler de plus en plus et non pas s'ouvrir voilà, et on est de moins en moins en contact avec d'autres. Et donc, je comprends que c'est difficile de penser aux réfugiés qui sont très loin de nous, mais je dirais que c'est un effort. Aimer n'est pas le premier geste le plus facile, et surtout savoir comment aimer. Et donc, peut-être se donner juste une discipline, de dire on va aller au-delà de notre limite un tout petit peu. Et c'est peut-être là où on va prendre le pari et on va ouvrir nos portes un petit peu plus grandes. Voilà. Merci beaucoup, Kim. Tellement de sagesse dans vos mots, c'est tellement profond. Merci beaucoup. Je suis sûr que le public est très touché aussi. Donc, on va y aller maintenant avec Ali. Oui, je suis sans mots, honnêtement. Je vous écoute avec les yeux tout brillés, avec des larmes. Je ne sais pas comment je peux décrire les mots. C'est dommage ce qui vit dans le monde présentement, puis le fait que les gens quittent leur pays puis pour devenir un nouveau citoyen, puis de recommencer à zéro leur vie. C'est toute une étape totalement difficile à passer, puis sans mots, pour vrai, je suis sans mots. Je suis très émotif à ce moment. Je suis vraiment désolé. Je suis incapable de parler. Je vous écoute. Je laisse la parole à Rivka. Merci beaucoup, Ali. Merci. Bon, alors, écoutez, je pense que Jean-Nicolas nous ramène à la vraie vie. Ça veut dire la vie des gens qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ces gens-là. Je ne pense pas avoir vu une seule fois l'histoire d'une seule Yéméni avec son nom, son visage, son histoire. C'est des chiffres, on nous raconte ce qui se passe en Yémen de façon à ce qu'on ne comprend rien. On ne sait pas who are the good guys, who are the bad guys. On ne comprend pas. On sait juste qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Faudrait, et ça c'est mon lancé, je ne sais pas à qui, s'il n'y a jamais un seul journaliste qui nous écoute ou l'HCR, de nous humaniser ces gens-là, de nous montrer leur visage proche, de nous parler de c'est quoi leur vécu quotidien, parce que sinon, ça passe inaperçu. On est pris avec... ici au Canada, on est tellement chanceux, mais on passe quand même un moment difficile et c'est vrai qu'il y a certaines personnes où c'est pas drôle. C'est vrai qu'il y a des endroits au Canada où il n'y a pas d'eau propre. J'ai dit ça à une amie l'autre jour, elle me dit, oui, au Canada, il n'y a pas d'eau propre. Elle dit, guess what? Oui, il y en a. Alors, mais, vous savez, Kim, quand les boat people vous étiez sur le bateau, et ici, on parlait des boat people. Chaque jour, c'était avant les médias sociaux, avant tout ça, journaux et télévision, on voyait chaque jour des photos des bateaux. On nous parlait en bien de ces gens-là. On nous disait pourquoi ils étaient en difficulté et pourquoi ils avaient besoin d'aide. Et voilà comment vous pouvez les aider. On nous a donné la proposition de comment les aider. Les gens ont répondu. Maintenant, ensuite, il y avait un moment avec les réfugiés kosovars où on les a vus. Tout le monde a compris, il se passe quelque chose. Il y avait une réponse très ouverte. Quand on veut, on peut créer un lien humain. Quand on veut, on crée des personnes suspectes. Un bateau de réfugiés tamouls qui arrive à Vancouver, c'est une crise nationale, c'est des terroristes, c'est des who knows what. Alors, c'est à nous de demander, je sais, ou à CERF, de nous humaniser les gens à Yémen ou les gens ailleurs pour qu'on puisse être motivés de faire un bruit auprès de notre gouvernement ou nos élus que le Canada se lance dans quelque chose, un effet de paix. Évidemment, on ne peut pas prendre tous les gens du Yémen, mais on peut peut-être, le Canada, être plus efficace vers une solution de paix, vers une solution de résolution de crise. Parce que sinon, les gens vont mourir sans qu'on les connaisse, sans qu'on ait un nom, sans qu'on ait un visage.
Et tu as tellement raison, Rivka, et c'est là où je ressens une très grande injustice parce que pour les Vietnamiens, ça a été annoncé comme étant, voilà, c'est des gens qui s'enfuient des communistes et on déteste les communistes, on est heureux de les recevoir et tout ça. Et vous savez, une fois qu'on est arrivé ici, les réussites des Vietnamiennes étaient toujours soulignées, surlignées, annoncées. Et même quand il y avait des Vietnamiens qui étaient moins gentils, des criminels, je me souviens encore, évidemment, dans toute communauté, il y a des gens qui, voilà, qui sont moins bien. Et je me souviens, il y avait un crime commis par un Vietnamien et ce n'était même pas, ce n'était pas annoncé à la première page. Pas seulement ça, mais l'article commence par un paragraphe en disant « La communauté vietnamienne, elle est très gentille, elle est très bonne, il n'y a pas de problème, il y a juste ce cas. » Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les journaux, ou c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça on commence toujours par, dès qu'une personne a un nom arabe ou d'origine musulmane, on le met à la première page, peut-être juste parce qu'il a traversé un feu rouge. Vous voyez, donc le traitement n'est pas le même et donc ça joue sur notre façon de voir. Et c'est pourquoi je remercie le HCR d'organiser une rencontre ce soir qui permet de mettre un visage sur l'immigration, ce que nous sommes devenus, ce que Ali est devenu après 10 ans au pays et de démystifier ça et se battre contre. Parce que c'est plate à dire, mais les humains, on est plus attirés par l'horreur que par la beauté. Et donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se batte par la beauté. Et voilà, la belle barbe Ali va convaincre tout le monde, évidemment. Mais je crois que notre rôle, le plus possible, c'est de montrer la beauté encore et encore et encore pour compenser tout le côté négatif de l'information qui circule. Alors, Merci beaucoup, Denise. on est rendu, vous savez que j'aime les effets spéciaux, mais je ne mangerai pas tout le gâteau, je vous promets. Alors, Abdel, tu peux commencer le mot de la fin et je terminerai. D'accord. Donc, j'aimerais vraiment remercier nos 3 panélistes. Merci Ali, Kim et Rivka pour leur témoignage. C'était tellement enrichissant, émouvant et pertinent. Je suis sûr que le public a beaucoup appris, moi aussi d'ailleurs. Et je pourrais vous écouter parler pendant des heures et ce fut un plaisir. Quel honneur d'avoir pu assister à ça. Et comme tu le sais, Denise, moi, je suis un optimiste éternel. Je crois que devant la tristesse, le pessimisme de la situation actuelle du monde, nous devons quand même garder un optimisme de la volonté. Et j'aimerais donc terminer avec 2 citations. D'abord, Margaret Mead qui disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. » Et ensuite, Nelson Mandela qui lui disait « Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Donc, merci à tous. Alors, ça vous explique pourquoi j'ai pris Abdel comme co-animateur. Je voudrais rajouter merci au nom du HCR, merci à nos invités spéciaux, Ali Nazar, Kim Thuy, Rivka Ogenfeld et Jean-Nicolas Beus. Merci aux personnes réfugiées, merci aux pays, aux régions, aux villes, aux communautés et aux individus qui les accueillent. Bonne nuit, prenez soin de vous, bonne santé. Au revoir. Merci. Bon appétit, Denise. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Je vous aime tout le monde. Abdel, merci Denise. Bye. Ali, je m'en viens te voir. Rivka, on a un souper à faire ensemble. Ah, ok, oui. Abdel, il faut que tu sois là pour gérer Oui. le temps. Et Denise aussi, parce que D'accord. D'accord. Vous êtes tous les Merci bienvenus. à tout le monde. Merci Tout le monde, bonsoir. Merci pour vos commentaires précieux. Ouais. Au revoir. Merci beaucoup. On vous aime Merci tellement. Emmanuel et Alexis aussi. Bye. Au revoir.